je vais vous parler de la masse, alors cachée, manquante, sombre, tout ce que vous voudrez de l'univers. Alors, pour mettre les choses en perspective, vous n'êtes pas sans savoir que les physiciens viennent de découvrir le boson de Higgs. Avec le boson de Higgs, on a l'impression que tout est connu, puisque le boson de Higgs, il a la vertu de compléter ce qu'on appelle le modèle standard des particules, c'est-à-dire qu'avec lui, on comprend précisément tous les comportements des particules élémentaires entre elles. Vous prenez un électron, vous prenez un proton, un quark, etc., et vous savez ce qui va se passer. Donc, on est très content. Bien. Mais ça ne signifie pas que tous les questionnements sur le fonctionnement de l'univers sont devenus obsolètes. Au contraire, il y a 3 énormes énigmes expérimentales pour les physiciens à venir. Alors, je dis 3 énormes énigmes, je précise bien expérimentales, parce que si vous demandez à un théoricien, je suis sûr que la liste sera beaucoup plus longue. Ils vous mettront en numéro 1 l'existence des cordes, des choses comme ceci. Pour moi, les cordes, c'est plus de la physique, ce sont des spéculations. Je suis sûr que pendant ma vie, on n'aura aucune assurance de l'existence des quarks et peut-être même pendant plusieurs générations à venir. Donc, je me concentre sur les 3 énigmes qui nous restent, les 3 grosses énigmes qui nous restent à résoudre. L'une, je la mets, alors j'ai pas un classement. L'une, c'est où est passée l'antimatière? Pourquoi? Parce que l'antimatière, on la connaît, on en produit tous les jours aux accélérateurs. Le positron, l'antiélectron, a été découvert en 1932, donc il y a déjà plus de 80 ans. L'antiproton a été découvert en 1955, donc l'antimatière, on connaît. On en produit tous les jours aux accélérateurs, on sait qu'il s'en produit aussi dans les rayons cosmiques, mais l'antimatière n'est dans notre univers qu'à l'état de trace. C'est-à-dire qu'on en produit, il s'en produit naturellement, mais dès que c'est produit, bien, ça disparaît. Pourquoi? Parce que comme notre monde est à 99,9999% de matière, eh bien, l'antiparticule va trouver la particule antagoniste et les deux mourront dans une annihilation et on n'en parlera plus. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que le modèle qu'on a, et on a des données observationnelles suffisamment fortes pour y croire, le modèle qu'on a du fonctionnement de l'univers, c'est que tout vient du Big Bang. Et le Big Bang, c'était un état de pure énergie où il y avait autant de matière que d'antimatière. Où est passée l'antimatière qui existait au moment du Big Bang au même niveau que la matière? Puisqu'on sait que toutes les galaxies qu'on voit au bout des télescopes sont faites de matière et il n'y a pas du tout de traces. Quand j'étais jeune, il y avait des théories qui disaient, enfin, j'en connaissais au moins une, qui disait que eh bien, matière et antimatière se sont séparées. La matière a fait ses galaxies d'un côté, puis l'antimatière a fait ses galaxies de l'autre. Pourquoi pas? Mais on sait expérimentalement que ce n'est pas vrai. Donc toute l'antimatière, sauf quelques traces, toute l'antimatière a disparu. Comment? Alors on a quelques pistes, c'est ce qu'on appelle les conditions de Sakharov, etc., etc. Ça donnera peut-être l'an prochain, en venant ici, je me demandais, mais de quoi je vais parler l'an prochain? Parce que je ne peux pas toujours parler de la même chose. Je fais les neutrinos, je fais les bosons, l'an prochain, ça sera peut-être où est passée l'antimatière. Donc, ça c'est l'un des problèmes. Et c'est un problème, je l'appelle expérimental, parce que c'est quelque chose qui repose sur des données. Alors vous allez dire, le Big Bang, on n'était pas vraiment là pour tester s'il y avait autant de matière que d'antimatière. Mais bon, on va voir le fond cosmologique, etc., etc. Tout semble être bien en accord avec cette vision des choses. Alors les 2 autres grandes énigmes, vous les savez peut-être, c'est la masse manquante et l'énergie noire. Et ces 2 grandes énigmes, ce sont vraiment des os difficiles à digérer parce qu'on a passé tout le XXe siècle à améliorer notre connaissance de la constitution de la matière
avec la fin du XXe siècle, ou disons il y a 2 ans avec le boson de Higgs, on croyait que tout était résolu. Alors bien sûr, il reste des problèmes de structure encore plus fines, etc., les cordes ou d'autres. Mais on s'aperçoit que les physiciens, et il y en a beaucoup de physiciens qui ont travaillé là-dessus, ils n'ont compris que 4-5% du contenu de l'univers. Tout le reste est inconnu. Et donc, vous voyez qu'il y a du pain sur la planche. Alors, je vais me consacrer aujourd'hui à l'état actuel de la masse cachée, c'est-à-dire pourquoi on parle de ça, d'où ça nous vient, et puis quelles sont les solutions proposées et quels sont les tests déjà effectués et l'état de la question en général. Alors, l'univers connu, il est très riche et très varié. Dans l'univers, il y a 100 milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a de l'ordre de 100 milliards d'étoiles. Il y a des trous noirs. Vous savez, il y a un trou noir central au centre de notre galaxie, 4 millions de fois la masse du Soleil. Il y a des trous noirs supermassifs ailleurs. Il y a des étoiles à neutrons, des quasars, des blazars. Enfin, c'est très varié. C'est très violent, il y a des cataclysmes énormes qui se passent constamment, les supernovae, la mort des étoiles, etc., etc. Eh bien, tout ceci semble immense, et pourtant, ça n'explique que 0,5% du contenu global de l'univers. 1,5%. C'est-à-dire qu'il y a 99,5% qui n'est pas constitué de tous ces objets qu'on pensait être les objets essentiels qui formaient tout l'univers. Bien. Alors, la matière ordinaire, celle qu'on a étudiée aux accélérateurs très précisément, elle constitue davantage. Alors, comment on sait ça? C'est par ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire combien il y a d'éléments légers, c'est-à-dire hydrogène, deutérium, hélium, beryllium. On sait mesurer ça, les astrophysiciens mesurent ça, et il y a des modèles qui nous disent que pour être consistant avec les données actuelles, eh bien, il faut imaginer qu'il y a à peu près 4% du contenu de l'univers qui est sous forme de matière ordinaire, c'est-à-dire les quarks et les leptons étudiés aux accélérateurs. Donc 4 à 5%, même ça a varié un petit peu avec les données récentes de Planck. Bon. Donc, premier problème de masse manquante ou de masse sombre, où sont les 3,5% de différence entre tout ce qu'on voit par rayonnement, les étoiles, etc., et puis toute la matière ordinaire. Et ça, la réponse semble assez claire. Ce sont des énormes nuages d'hydrogène qui sont dispersés dans l'espace de l'univers. Et ces nuages d'hydrogène, c'est ce qui permet de donner un avenir à notre univers, puisque chaque année, il y a à peu près en moyenne une nouvelle étoile par galaxie. Bon, c'est pas beaucoup. Mais il faut bien que cette matière vienne de quelque part. Eh bien, ça vient. Ces nuages sont le berceau pour de nouvelles étoiles, de nouvelles galaxies. Ça signifie donc qu'on a encore épuisé que 1/8 à peu près de la matière ordinaire globale dans l'univers. Alors, ça, c'est le premier problème de masse cachée, si vous voulez. Mais il y en a un autre qui est bien plus ardu, c'est celui qu'a mis en évidence un monsieur Fritz Zwicky dès 1933. Donc vous voyez qu'on en parle beaucoup maintenant. C'était passé de mode. Jusqu'à il y a 10 ans, personne n'aurait fait un séminaire sur la masse manquante, ou 15 ans peut-être. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Monsieur Zwicky, apparemment, était un personnage assez curieux et on ne le prenait pas trop au sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il avait remarqué? Il avait remarqué que dans un certain amas de galaxies, il avait étudié les mouvements de ces galaxies, les mouvements réciproques de ces galaxies, et il s'était aperçu que les vitesses de ces galaxies
n'étaient pas en accord avec les masses des galaxies. C'est de la gravitation tout ça, et on reparlera aux grandes... Vous savez que parmi les particules, il y a 4 interactions fondamentales, la gravitation, l'interaction électromagnétique faible et forte. Au niveau dont on va parler ici, c'est la gravitation qui compte, c'est-à-dire la bonne force de Newton. Sauf si, quand il y a de grandes vitesses, bon, il faut parler de relativité. Mais donc, il s'était aperçu que ça semblait violer les lois de gravitation, c'est-à-dire que les mouvements étaient beaucoup plus rapides que ce qu'il pouvait calculer avec les masses connues de ces galaxies. Alors, de nouveau, on ne l'avait pas pris très au sérieux, et c'est guère qu'en 90-95 que les gens ont commencé à étudier sérieusement le problème et à faire des mesures systématiques beaucoup plus évidentes que ce que racontait M. Zwicky. Alors, l'une des informations, je vous parlerai d'une autre information, mais l'une des grandes données qui va nous fixer, nous contraindre cette masse manquante, bon, ça vient de cette splendide photo que vous avez dû voir 1000 et 1000 fois. Hein, c'est ce qu'on appelle la première photo de l'univers. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle le fond cosmologique, c'est le rayonnement de photons qui nous viennent, alors non pas du Big Bang, hein, de 380 000 ans après le Big Bang. Qu'est-ce qui s'est passé 380 000 ans après le Big Bang? Le Big Bang, c'était une soupe très très chaude, les particules étaient en interaction entre elles, très violente, et puis petit à petit, l'univers s'est agrandi, et donc, comme tout ce qui grandit, ça s'agit, c'est-à-dire que les énergies individuelles ont diminué, et quand c'est en grande énergie, vous ne pouvez pas former d'atomes. Pourquoi? Parce qu'un électron énergique ne va pas être piégé par un proton. Hein. Donc il n'y a pas d'atomes à ce niveau-là. Et les atomes n'ont commencé à se constituer que 380 000 ans, c'est-à-dire au moment où l'énergie des particules était suffisamment basse pour qu'un proton réussisse à attraper un électron et que les atomes se forment. Et de ce moment-là, eh bien, les photons qui existaient alors ont été libres de traverser la matière très peu dense de l'univers. Hein. Et donc, ces photons sont arrivés jusqu'à nous avec une énergie qui est l'énergie moyenne actuelle des particules dans l'espace, c'est 2,7 Kelvin. Alors, Kelvin, c'est de la température. En électronvolts, ça fait quelque chose comme 1/10 millième d'électronvolts, c'est-à-dire une énergie infinitésimale, toute petite. Et on voit donc ces photons qui nous viennent directement de ce qu'on appelle le moment du découplage, qui correspond à 380 000 ans avant le Big Bang. Alors quand on dit que c'est la première photo de l'univers, oui, mais je vous parlerai tout à l'heure aux accélérateurs, on arrive beaucoup plus près du temps zéro du Big Bang. Et que nous dit, ça c'est l'image de Planck, la plus belle, la plus moderne, la plus précise, et que nous dit cette information? Alors c'est très compliqué, hein, comment on extrait de cette jolie figure, comment on extrait pratiquement tout, l'âge de l'univers, la vitesse d'expansion de l'univers, et puis la composition de l'univers. Et vous voyez que l'univers, maintenant, avec Planck, eh bien, la matière ordinaire, c'est 4,5%, la matière sombre, c'est 25,8%, et l'énergie sombre, l'énergie noire, c'est 68,3%. Vous voyez, ça a un peu évolué avec Planck. Avant, il y avait WMAP comme satellite. Bien, alors, donc ces évidences globales sont assez fortes, mais il y a des évidences
pratiquement locales qui sont encore plus parlantes. Hein, c'est ce qu'on appelle les courbes de rotation dans des galaxies. Là, on était au niveau de l'ensemble de l'univers. Maintenant, on prend une galaxie comme la nôtre, hein, une photo de galaxie spirale, là, et puis on analyse le mouvement d'objets de plus en plus décentrés, de plus en plus périphériques. Vous prenez un objet ici, puis un objet là, etc., 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 jusqu'à la périphérie de cette galaxie, et vous étudiez sa vitesse de rotation, hein, puisque tout tourne autour du centre de la galaxie. Hein, nous, par exemple, le Soleil fait à peu près, tourne autour du centre de la galaxie à 200 km par seconde. Alors, quel est le résultat de ces mesures de vitesse de rotation? Eh bien, c'est représenté ici. Alors, c'est représenté ici, vous voyez, c'est en kilomètres par seconde, et ça, c'est la distance à partir du centre de la galaxie, et il y a beaucoup de mesures de différentes galaxies qui donnent la même chose. Hein. Et vous voyez, ça va jusqu'à 50 kg par sec. Alors 50 kg par sec, c'est 150 kg années-lumière. Bon, c'est typiquement par là, hein, donc la vraie périphérie de la galaxie. Et ça, c'est plus ou moins par là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit cette courbe-là. Les données, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on attendait? Puisque n'agit que la gravitation à ce niveau-là, eh bien, on peut facilement calculer. On sait combien il y a d'étoiles, la densité des étoiles ici. Donc, on sait la répartition de masse dans cette galaxie. Et donc, et ça, on le fait en classe... je pense qu'on doit le faire en classe de baccalauréat. Hein. Vous calculez quelle est la vitesse de rotation comme ceci, par exemple la Lune autour de la Terre, et ça ne dépend que de la masse qui est inscrite dans la circonférence de cette trajectoire. Bien. Or, cette masse, la masse visible, on peut la calculer. Et donc on compare cette vitesse avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et on fait de même ici et là et là. Et ce qu'on attend, c'est c'est Newton, typiquement, une vitesse qui varie comme 1 sur racine de la distance. C'est-à-dire une vitesse qui devrait avoir cette courbe-là. Or, ce qu'on voit, c'est quelque chose de complètement différent. Et donc, ça signifie que, eh bien, il y a beaucoup plus de masse que ce qu'on voit par rayonnement. Il y a une masse invisible qui emplit tout ceci, et cette masse peut être très supérieure à la masse visible. Bien, et en fait, on peut mesurer que localement, c'est-à-dire ici, cette masse invisible correspond à une énergie de 300 MeV par centimètre cube. Alors, 300 MeV par centimètre cube, ça signifie quoi? C'est un tiers d'un proton, à peu près, en gros. Hein. Donc, dans chaque centimètre cube, il y a un tiers de proton, en plus, invisible. Et c'est ce chiffre-là qui donnera la possibilité assez facilement de mesurer ce qu'on attend dans des expériences de recherche. Donc 25% du contenu de l'univers est sous cette forme-là. C'est ce qu'on appelle les halos sombres des galaxies. Hein. Et donc, de nouveau, ça a été mesuré avec beaucoup de galaxies, et donc c'est quelque chose de très fermement acquis de manière expérimentale. Je vais vous donner quand même une autre très bonne raison de croire à cette masse sombre, c'est l'antigravitationnel. Hein. Alors, ça c'est quelque chose, c'est les lentilles gravitationnelles, ça aussi, c'est apparu. L'idée est très ancienne, l'idée vient d'Einstein. Hein. L'idée vient d'Einstein. Qu'est-ce que c'est des lentilles gravitationnelles? Ce sont des sortes de mirages dans l'espace, c'est-à-dire que, en fait, la vérification en 1919 de la relativité, c'était un effet de lentille. Hein, si vous vous souvenez, l'expérience d'Eddington, qu'est-ce que c'était? Hein, c'était pendant une éclipse de soleil,
on voyait des étoiles qui semblaient avoir changé de position dans le ciel. Pourquoi? Parce que la lumière, quand elle passe à proximité d'une masse, est déviée. Elle ne va plus en ligne droite. Elle fait comme ça et comme ça. Et quand on est sur Terre et qu'on voit ce rayonnement, eh bien, on reconstruit une position qui n'est pas la bonne. Eh bien, plus généralement, ça donne cet effet de lentille gravitationnelle. C'est-à-dire, vous imaginez que vous avez une masse ici, et vous avez une bougie, enfin, un émetteur de lumière ici, et vous êtes là, eh bien, cette lumière va faire comme ça, et comme ça, et vous, ce que vous allez recueillir, ce n'est plus un point, mais c'est quelque chose qui, alors, idéalement, ce serait un cercle, mais pratiquement, vous voyez cette lumière qui est dispersée sur une sorte de cercle, bien on sait que cette lumière et cette lumière, c'est exactement la même source, hein, et donc c'est l'évidence de ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles, c'est-à-dire qu'il y a une source derrière cet amas. Or, les phénomènes de lentilles gravitationnelles, c'est directement lié à la masse qui est entre la source et puis l'observateur. Et donc ça permet de mesurer la masse, là aussi circonscrite par le trajet de cette lumière. Et donc avec ceci, on peut mesurer la masse sur le parcours, c'est-à-dire la masse contenue là, et on s'aperçoit qu'elle est très supérieure à la masse des galaxies qu'on voit par rayonnement. Par exemple, un indice absolument flagrant, éblouissant, je dois dire, hein, c'est sorti il y a peut-être 5 ans, on appelle ça le Bullet Cluster. Qu'est-ce que c'est? Ça représente une collision entre deux galaxies. Alors, vous avez une galaxie qui venait comme ça, une galaxie qui venait comme ça, les deux sont entrés en collision. Alors, si vous imaginez que la galaxie est formée de la matière ordinaire qui rayonne, vous regardez avec des instruments, et là c'est des instruments en rayons X, et qu'est-ce que vous voyez après la collision? Les rayons X, c'est ça, c'est ce qui est rosé. Donc les rayons X, c'est là et c'est là. Mais vous pouvez aussi mesurer par effet de lentille gravitationnelle la masse de ces galaxies, ce qu'elle est devenue après la collision. Et la masse globale, elle est là et elle est là. Donc vous voyez que la partie matière ordinaire qui rayonne et la partie masse manquante qui ne rayonne pas et qui ne subit pas les interactions connues, hein, sauf la gravitation, eh bien, ces deux parties se sont séparées. Hein, c'est, je ne sais pas, vous imaginez qu'est-ce qu'on peut imaginer? Un sac de farine avec à l'intérieur des granules beaucoup plus pesants contre un autre sac de farine. La partie légère va vers beaucoup plus rapidement parce qu'elle n'est pas freinée, alors que la partie de matière ordinaire qui frotte, hein, du fait des interactions de la matière ordinaire, est freinée. Je trouve que c'est splendide, hein, comme résultat. On peut même imaginer qu'il existe dans l'univers des galaxies faites essentiellement de matière noire, hein. Et en principe, les lentilles gravitationnelles, peut-être un jour, découvriront. J'avais vu un papier, alors c'était peut-être un papier un peu prématuré, hein, sur l'existence de galaxies noires, toutes faites de à 90% ou plus, ou beaucoup plus, de matière noire et de rien d'autre. Alors, le problème expérimental, c'est de quoi s'agit-il? Alors, il y a eu de très jolies idées, et c'est ça que je vais vous cataloguer maintenant. Alors, une jolie idée de 1990 à peu près, c'est ce qu'on appelle les machos. Alors, les machos, c'est quoi? Eh bien, ce sont des étoiles avortées. C'est-à-dire, dans le processus de formation des étoiles, vous avez
une accumulation de matière à partir de ces gros nuages. Hein. Et puis, on connaît des étoiles petites, on connaît des étoiles plus grosses. Le Soleil, c'est une étoile pas bien grosse. Hein. Il y a beaucoup d'étoiles qui sont beaucoup plus grosses. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe si le phénomène d'accumulation, pour une raison ou une autre, parce que le nuage n'était pas très gros, si le phénomène d'accumulation se termine quand l'étoile formée n'a que 1/10 de la masse du Soleil? Eh bien, les processus nucléaires d'évolution n'entrent pas, parce que la densité n'est pas suffisamment grande, les processus nucléaires n'entrent pas en jeu. C'est-à-dire que l'étoile ne va pas rayonner, elle ne va pas faire la fusion d'hydrogène pour donner de l'hélium comme dans notre Soleil. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester des objets un petit peu comme des Jupiters, c'est-à-dire des grosses boules qui ne rayonnent pas, donc qu'on ne voit pas a priori. Et donc l'idée, c'était que eh bien, toute cette masse manquante, c'était des tas de ces objets qui circulent plus ou moins librement dans l'espace. Pourquoi pas? Comment trouver ça? Bien, par une sorte de trajectoire signalée par une ombre sur le firmament. C'est-à-dire, vous avez les étoiles, et imaginez que vous ayez l'un de ces objets gros comme Jupiter qui traverse comme ceci le firmament, eh bien, il va stopper la lumière d'une étoile qui est par derrière. Et donc, l'idée, c'est de prendre un très 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 grand nombre d'étoiles, de galaxies, des photos, et puis de regarder s'il y a des trajectoires sombres là-dessus. En fait, ce n'est pas sombre parce que Einstein revient avec en fait, ce qu'on appelle le phénomène de micro-lentilles. Hein. Je vous ai parlé de lentilles gravitationnelles quand il y a des énormes masses. Dans ce cas-là, ce Jupiter donnait lieu également à un phénomène de lentilles, et en fait, la lumière de l'étoile qui était cachée était augmentée. Et donc, on regardait sur les photos des étoiles dont la lumière était augmentée, et bon, on pouvait calculer, suivant la position de ces objets, on pouvait calculer que c'était une lumière qui devait être accrue pendant quelques jours. Donc on prenait des photos nuit après nuit, comme ceci. Bon, c'était une très jolie idée. Malheureusement, et d'ailleurs les gens de Saclay, il y avait une expérience de Saclay là-dessus, malheureusement, il y a des limites. Et cette solution-là ne pourrait expliquer que moins de 10% de cette masse manquante. Donc, elle peut toujours expliquer quelque chose, mais ce n'est certainement pas la réponse à la masse manquante de l'univers. Alors, ensuite, on s'est tourné, enfin ensuite, en parallèle, hein, on s'est tourné vers les objets qu'on connaît bien, c'est-à-dire la matière ordinaire. Vous savez que la matière ordinaire, c'est 3 quarks et 3 leptons. Et parmi les leptons, eh bien, il y a les neutrinos. Alors, vous savez, les neutrinos, c'était mon séminaire de l'an dernier. Hein. Les neutrinos, on peut leur mettre pas mal de choses sur le dos parce qu'ils ont des propriétés quand même un peu particulières. Mais on cherchait des particules massives et qui subissent très peu d'interactions. Ben voilà, les neutrinos sont là. Hein, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà sous la main? Le problème, c'était qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas la masse des neutrinos. Mais il suffisait de neutrinos de quelques électronvolts, c'est-à-dire tout petit, hein, combien 500 000 fois moins que la masse de l'électron. Il suffisait. Pourquoi? Parce que les neutrinos, je crois que c'est sur le transparent, les neutrinos sont en quantité énorme ici. On a dans chaque centimètre cube 300 neutrinos qui nous viennent du Big Bang, comme
comme le fond cosmologique, je vous parlais des photons qui nous viennent de 380 000 ans après le Big Bang, eh bien les neutrinos, eux, nous viennent de 1 seconde après le Big Bang. Ils se sont découplés beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Parce que les neutrinos ont très peu d'interactions et donc ils se sont libérés du reste de la matière beaucoup plus tôt, à 1 seconde après le Big Bang. Ce qui fait qu'on aimerait bien pouvoir les voir, ces neutrinos cosmologiques, parce qu'ils nous informaient sur ce qui se passait, comme le fond cosmologique nous renseigne sur ce qui se passait à 380 000 ans, les neutrinos cosmologiques nous renseigneraient sur ce qui se passait 1 seconde après le Big Bang. Seulement, ils ont une énergie comme les photons du fond cosmologique, 10-4 électronvolts, et personne n'a jamais eu... Enfin, il y a eu quelques idées... tout à fait plaisantes qui ont été mises, qui ont été proposées, mais rien de pratique. Malgré tout, donc, à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 90, on ne connaissait pas la masse des neutrinos et il suffisait d'une masse relativement modeste pour expliquer, et c'était des candidats parfaits, puisque les neutrinos traversent tout sans laisser de traces. Bien. Alors, je vous disais, les neutrinos cosmologiques, quantité énorme, il y en a 3 milliards de fois plus que de protons ou d'électrons. Donc c'est ce qui vous dit qu'il suffirait d'une masse toute petite pour pouvoir expliquer des masses globales très très grandes. Bien, c'était les uniques candidats connus, mais on ne connaissait pas leur masse. Alors, moi-même, j'ai proposé une expérience au CERN pour aller chercher des masses de neutrinos dans la région de 1 électron-volt qui aurait expliqué cette masse manquante. Malheureusement, pour moi, eh bien, les masses de neutrinos, c'était excessivement difficile à mesurer, et la seule mesure, c'était l'oscillation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oscillation ? C'est le fait qu'on connaît 3 neutrinos, c'était sur la liste, et ces 3 neutrinos peuvent quand ils se propagent, peuvent changer de nature. Ils oscillent. C'est-à-dire que vous partez de neutrinos du Soleil. Dans le Soleil, il y a des tas de neutrinos. Vous savez, j'ai 1000 milliards de neutrinos qui traversent ma main à chaque seconde, et même pendant la nuit, parce que les neutrinos ne sont pas arrêtés par la Terre. Bien, quand ils sont produits dans le Soleil, ce sont des neutrinos du type neutrino électronique, mais du fait de leur propagation, ils peuvent changer de nature, c'est-à-dire se changer en neutrinos de second type ou de troisième type, muonique ou tauique. Alors, justement, des tas d'expériences de neutrinos ont été proposées, et puis celui qui est arrivé le premier pour une réponse, eh bien, c'est cette expérience japonaise, Super Kamiokande, un énorme réservoir de 50 000 tonnes d'eau, 7 fois la tour Eiffel, 40 mètres de haut par 40 mètres de diamètre, 15 étages de haut, etc., avec 12 000 yeux optiques pour aller détecter la lumière produite par les neutrinos. Le résultat, ça a été un pic très net venant du Soleil, donc des neutrinos venant du Soleil, mais on ne voyait qu'à peu près 40% des neutrinos qui devaient nous venir du Soleil, donc 60% manquaient. Et donc ça a été le premier déclenchement des mesures d'oscillation de neutrinos. Ensuite, il y a eu des neutrinos de réacteurs nucléaires qui ont oscillé eux-mêmes, ensuite des neutrinos d'accélérateurs, tout le monde a oscillé, enfin on trouvait des oscillations partout, ce qui fait que ça nous a donné les masses des neutrinos, et les masses des neutrinos, eh bien, on les a trouvées extrêmement basses. À partir du déficit des neutrinos solaires, on a trouvé... Alors là, j'espère qu'il n'y a pas de spécialistes dans... Je vous donne une version édulcorée, c'est-à-dire le modèle le plus simple, parce qu'il y a des modèles plus compliqués, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie normale. Bon, alors avec la hiérarchie normale, ça donne une masse du second neutrino, le neutrino mu, de 9 milliélectronvolts. Alors vous voyez qu'il nous fallait 1 électronvolt
pour expliquer la masse manquante de l'univers. On trouve des milliélectronvolts, 1000 fois moins. Et l'oscillation des neutrinos atmosphériques, une autre classe, nous donnait une masse du troisième neutrino de 50 milliélectronvolts. Bon, un peu mieux, mais pas suffisant. Alors vous allez dire, et le premier? Alors le premier, c'est une masse beaucoup plus faible que ces deux-là. Donc on n'en parle pas. Pas suffisant pour la masse globale de la masse manquante. Malgré tout, vous voyez que avec de telles masses et avec leur nombre extraordinaire, 3 milliards de fois plus que de protons ou d'électrons, la somme de tous les neutrinos représente à peu près la même contribution au contenu de l'univers que la somme de toute la matière ordinaire, c'est-à-dire la somme de toutes les étoiles, trous noirs, etc., etc. Donc c'est quand même pas mal, hein, mais ça ne fait que 0,5%, hein, comme les étoiles. Il faut donc passer à autre chose. Alors, ici, je suis obligé de vous introduire un peu de théorie. Alors, je suis expérimentateur, je respecte les théoriciens, hein, mais les théoriciens ont tellement plus de liberté que les expérimentateurs. Ils traînent des théories pendant des années, ils disent toujours aux expérimentateurs « cherchez mieux, cherchez mieux, bon, ça sera au prochain accélérateur. » Et alors, il y a cette supersymétrie. Alors, la supersymétrie, c'est très esthétique. L'esthétisme, c'est le critère des théoriciens, hein. Tout doit être esthétique. Et leur règle, c'est qu'il ne doit pas y avoir, ce que je peux très bien comprendre, il ne doit pas y avoir de divergence dans leurs calculs, c'est-à-dire des trucs qui vont à l'infini. Et quand ils trouvent des divergences, et des divergences, il y en a, hein, même la loi de Newton 1 sur R carré diverge quand R tend vers 0. Donc, qu'est-ce que fait un théoricien? Il invente quelque chose, il se complique un petit peu le modèle pour éliminer ces divergences. Et alors, il y a des divergences qui viennent dans le modèle standard, et pour évacuer ces divergences, eh bien, les théoriciens, et ça date de 40 ans maintenant, hein, qu'on en parle. Les théoriciens ont inventé une nouvelle unification, une nouvelle symétrie boson-fermion. Alors, je ne vous ai pas introduit ce qu'étaient les fermions et les bosons. Les fermions, ce sont les particules, les objets qui vérifient la statistique de Fermi-Dirac, alors que les bosons suivent la statistique de Bose-Einstein. Bon. Des détails techniques, enfin des détails très importants bien sûr. Pratiquement, les fermions, ce sont les quarks et les leptons, c'est-à-dire les objets qui constituent la matière, et les bosons, ce sont les objets tels que le photon, WZ, gluon, qui servent à transmettre les forces. Eh bien, les théoriciens ont imaginé cette unification. Et pour que ça marche, il leur fallait doubler la population d'objets élémentaires. C'est-à-dire, à côté de l'électron, eh bien, il y a le super-électron, le sélectron. À côté du muon, il y a le smuon. À côté du gluon, il y a le gluino. À côté du photon, il y a le photino, etc., etc. Hein. À côté du W, il y a le wino, le Z, le zino. Et bon, c'est-à-dire, on double les particules élémentaires. Ces nouvelles particules, on ne les a pas vues. Donc, elles doivent avoir des masses très élevées, hein, pour échapper à la recherche. Bon, mais dans tous ces modèles, toutes ces particules, pour que le modèle soit cohérent, toutes ces particules ont un temps de vie bref. C'est-à-dire qu'elles se désintègrent rapidement. Mais malgré tout, il en reste un. À la fin de toutes ces chaînes de désintégration, il reste un objet de cette famille qu'on appelle le neutralino. C'est-à-dire une particule neutre, supersymétrique, et ce neutralino, comme les neutrinos, n'a pratiquement pas d'interaction avec la matière ordinaire. Et donc, vous voyez que si c'était vrai, et franchement, quand je demandais à des théoriciens
tout à fait éminent, qu'est-ce que vous attendez du LHC dont on va parler dans une minute, il disait la supersymétrie. On trouvera la supersymétrie immédiatement. Bon, on va voir que ce n'est pas le cas. Bon, toujours est-il que le neutralino, c'était un très bon candidat pour former la matière sombre de l'univers, et c'est une particule neutre de grande masse, vous voyez 10 à 100 fois la masse du proton, et c'est en plus sa propre antiparticule. Et donc les gens ont commencé, il y a 20 ans maintenant, à chercher ce neutralino, c'est-à-dire sous forme, alors on ne l'appelle pas le neutralino parce que ça fait trop modèle dépendant, on l'appelle le WIMP. WIMP, ça veut dire Weak Interacting Neutral Particle. Oui. Il y a des expériences sur la face de la Terre qui recherchent dans le calme de mines profondes ou sous des montagnes. Pourquoi sous des montagnes ou dans des mines? Parce qu'il faut se blinder contre les rayons cosmiques, en particulier les muons qui nous bombardent constamment ici. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche ces particules, elles sont là. Je vous ai dit que le système solaire va à 200 km par seconde, tourne autour du centre de galaxie. Donc vous imaginez, nous sommes dans ce nuage de particules neutres là. Et donc, vous baladez votre détecteur dans ce nuage. Donc, c'est équivalent à voir venir ces particules à 200 km par seconde vers vous. Et donc, de temps en temps, on espère, et on peut calculer, suivant les propriétés de cet objet, on peut calculer une interaction entre un de ces objets et puis un atome de votre détecteur. Alors, on n'attend pas grand-chose, enfin. On doit avoir des détecteurs infiniment sensibles, très calmes, parce que, de nouveau, il y a de la radioactivité locale, il y a les rayons cosmiques, même si on les arrête sous la montagne, il en reste toujours quelques-uns. On cherche des signaux qui vont arriver à 1 par an dans votre détecteur. Donc, il faut que tout soit absolument propre. Et donc ça, c'est une jolie idée, ça s'appelle des bolomètres. Les bolomètres, d'ailleurs, le satellite Planck était équipé de bolomètres. Les bolomètres, c'est quoi? Eh bien, c'est du semi-conducteur à température 20 millikelvin, donc de l'extra froid, pour qu'il n'y ait pas d'agitation, tout soit très très calme, avec des électrodes comme ceci. Et alors si on a un WIMP qui interagit ici, il va faire une collision avec un atome, l'atome va se déplacer un petit peu et puis il va laisser une trace, très très peu, on peut calculer l'énergie, c'est des keV, c'est quelque chose de très très petit, et on recueille, alors le bolomètre, ça mesure très finement la température de l'ensemble. Donc, on recueille un petit accroissement de température et aussi par ionisation, ici, une petite impulsion électrique. Bon, bien sûr, il n'y a pas de résultat. Ça fait 20 ans que ça prend des données. Alors, maintenant, on voit un peu plus gros, avec une technique qui est différente, mais qui semble être très prometteuse, des liquides, soit du xénon liquide, soit des liquides nobles, soit du xénon liquide, soit de l'argon liquide. Et ça permet, les bolomètres, c'est quelques grammes, dizaines de grammes, c'est petit, alors qu'il faut un blindage énorme autour. Là, il faut aussi un blindage, mais on peut imaginer, ça par exemple, c'est une expérience qui commence à donner des résultats, c'est 100 kg, donc c'est beaucoup plus massif, et donc la probabilité de voir quelque chose est beaucoup plus grande. Bon, ici c'est en fonction de la masse de ces particules et en fonction de leur probabilité d'interaction, eh bien, on en est actuellement à rejeter tout ça. Alors bien sûr, il reste encore tout ça. Il y a aussi des recherches astrophysiques de ces particules. Pourquoi? Parce que
ces particules, elles sont massives, mais elles sont leurs propres antiparticules. Bien. Et donc, vous imaginez, on est toujours dans ce nuage de particules, et ces particules sont très massives. La masse, c'est la gravitation. Donc, elles vont être attirées par les objets massifs qu'on peut avoir dans notre voisinage. Par exemple, le Soleil. Donc, vous imaginez ces particules massives attirées, elles tournent autour du Soleil, et puis elles tombent dans le Soleil, et puis elles tombent au centre du Soleil, et puis il y a une autre de ces particules massives qui arrive, et elles se retrouvent au centre du Soleil, l'une proche de l'autre. Or, elles sont particules antiparticules. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'annihiler. Et quand une particule comme ceci rencontre son antiparticule, ça donne deux particules diverses qui vont aller en direction opposée comme ceci. Et il y a deux canaux possibles, c'est gamma-gamma, donc deux photons. Et chacun de ces photons, qu'est-ce qu'il va avoir? Si vous avez une particule de 100 GeV contre une particule de 100 GeV, eh bien ça va donner deux photons qui sont produits comme ça, de chacun 100 GeV d'énergie. Hein, c'est les conservations masse-énergie. Bien. Et donc, ça doit vous donner, vous regardez vers le Soleil ou vers le centre galactique, hein, parce que c'est très dense par là-bas, donc la densité de ces particules devrait être augmentée. Et vous recherchez un signal où vous avez un pic à 100 GeV d'énergie des photons. Alors les photons, comment est-ce qu'on les regarde? Ces énergies-là, on les regarde par effet de Cherenkov dans l'atmosphère, et c'est par exemple l'expérience S en Namibie qui a fait ces recherches et qui, bien sûr, n'a rien vu, autrement vous le sauriez. Autre canal, la même annihilation, neutrino-antineutrino. Bon, alors vous mettez un détecteur de neutrinos et vous allez rechercher là aussi des neutrinos qui ont un pic qu'on appelle mono-énergétique, hein, c'est-à-dire une énergie bien spécifiée. Donc vous allez chercher un pic comme ça. Et bon, comme exemple de gros détecteurs de neutrinos, c'est Antares dans la Méditerranée au large de Toulon, ou dans l'Antarctique, Ice Cube. Bien, pas de résultat. Alors, est-ce qu'on doit perdre courage? Non. Maintenant qu'on a des accélérateurs puissants, et je vous disais tout à l'heure que les accélérateurs vont beaucoup, beaucoup plus loin que 380 000 ans après le Big Bang, hein, le LHC, j'imagine tout le monde connaît un peu, cette circonférence de 27 km construite à 100 mètres sous terre, où des protons accélérés de 4 téraélectronvolts entrent en collision avec d'autres protons de 4 téraélectronvolts, eh bien cette énergie-là, alors bon, pour donner une figure humaine, cette énergie, c'est l'énergie d'un moustique en vol, par proton, hein, 4 TeV pour un proton. Sauf que c'est concentré comme ceci, donc ce sont des densités d'énergie faramineuses. Bien. Eh bien, si on remet ceci dans la perspective du Big Bang, on copie, on reproduit les conditions qui existaient quand l'univers avait 10-10 ans. Donc vraiment très très proche du temps zéro. Et donc, cette matière noire, si elle est vraiment là, elle doit venir aussi du Big Bang. Hein, tout vient du Big Bang ici. Et donc, puisqu'on reproduit le Big Bang en éprouvette, en accélérateur, à l'âge de 10-10 secondes, on doit aussi produire cette particule au LHC. Et donc, depuis longtemps, les physiciens ont peaufiné toutes les stratégies possibles et imaginables pour aller rechercher les WIMPs ou la supersymétrie ou des tas d'autres modèles au LHC. Bon, ça c'est l'un des détecteurs Atlas. Voilà par exemple
un événement. Alors, on dit toujours événement typique. Non, c'est un événement que j'ai pris au hasard. D'ailleurs, vous pouvez, quand l'expérience est en prise de données, vous regardez sur le site cern.ch et puis ça vous donne, comme si vous étiez dans la salle de comptage, ça vous donne les événements qui viennent les uns après les autres. Hein. Et donc ça, c'est un événement de cette expérience. Alors bon, ça fait 22 mètres, hein, c'est très compliqué et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais vous voyez des tas de particules secondaires qui viennent de la collision entre un proton et un proton. Hein, et ça, c'est répété toutes les 20 nanosecondes. Il y a des centaines de particules comme ceci. Et les événements sont plus ou moins intéressants, avec des traces qui viennent jusque-là, de plus ou moins grande énergie. Et donc, on a recherché ces nouvelles particules et on n'a rien trouvé. Et c'est là où les physiciens restent un peu sur leur faim, parce que c'est très beau, c'est très heureux d'avoir découvert le boson de Higgs, mais tout le monde espérait qu'avec des énergies tellement supérieures à ce qu'on avait atteint avant, eh bien, la nouvelle physique, avec un grand N et un grand P, se serait révélée. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, le LHC va reprendre la prise de données dans 5 mois, à des conditions améliorées, enfin, énergie supérieure. Attendons encore de voir. Alors, ce n'est pas tout à fait fini, j'ai encore 2 minutes. Ce n'est pas tout à fait fini, parce que malgré toutes ces théories tout à fait attrayantes, il y a d'autres théories, il y a d'autres possibilités de comprendre cette masse manquante de l'univers. Il y en a une qui me plaît beaucoup. Hein. Moi, je suis un aficionado des neutrinos. Donc, l'une, c'est ce qu'on appelle les neutrinos stériles. Alors, les neutrinos eux-mêmes interagissent très très peu, mais il y a une nouvelle famille dont les gens parlent, qui sont des neutrinos stériles, c'est-à-dire qu'ils interagissent encore moins que les neutrinos qu'on connaît. Bon. Mais les neutrinos stériles, alors les théoriciens disent, il nous les faut. Et ils auraient des masses qui sont bien supérieures aux masses des 3 neutrinos qu'on connaît. Pourquoi servent-ils ? Justement pour comprendre les masses des neutrinos, des 3 neutrinos bien connus. Et en particulier, dans certains modèles, il y a des neutrinos de quelques keV, kiloélectronvolts, donc encore petits par rapport à l'électron ou les autres, mais beaucoup plus pesants. Et là, alors, vous imaginez, c'est très amusant, parce que je vous ai dit, il y a 300 MeV d'énergie de masse manquante par centimètre cube ici, imaginez des neutrinos de 10 keV, vous pouvez calculer exactement le flux et que nous transportons à 200 km par seconde. Ça fait des flux de ces neutrinos ici qui sont supérieurs aux flux de neutrinos solaires. C'est facile à calculer. Hein, donc, on est vraiment bombardé par ces neutrinos, très hypothétiques. Et donc, on les cherche. On les cherche. Alors, l'unique possibilité qu'on a actuellement de les mettre en évidence, c'est leur désintégration. Eux aussi, ils tendent à ne pas vivre éternellement. Alors, c'est une désintégration radiative, c'est-à-dire avec émission d'un photon, c'est-à-dire de lumière, enfin, un photon. Et ça devrait donner un photon qui a la moitié de la masse de ces neutrinos. Masse et énergie, hein, c'est la même chose en relativité. Et donc, sur Terre, c'est excessivement difficile à imaginer comment faire. En revanche, astrophysiquement, on regarde faire des amas de galaxies, et puis il y a tellement de ces neutrinos dans des amas de galaxies, on essaye de chercher un pic de neutrinos, un pic de photons venant de ces désintégrations. Alors, je vais vous montrer la seule évidence qui est sortie cette année. Hein. C'est ces points rouges-là. Alors, une expérience qui s'appelle XMM Newton, qui cherche des rayons X, dit avoir un petit excès à 3,5 keV d'énergie. Alors, je ne sais pas si vous êtes convaincus, bon, c'est pas très convaincant. Mais bon, c'est intéressant.
et donc de nouvelles mesures vont être faites. Pour le moment, vous voyez, en fonction de cette masse de ce neutrino et puis du mélange de ces neutrinos avec les autres neutrinos, bon, on a des plages possibles bon, ceci, ça correspond à ce point-là. Attendons de voir. Finalement, ultime possibilité, vous voyez que les physiciens ont quand même de l'imagination, les actions. Alors les actions, il me reste moins une minute. Qu'est-ce que c'est que les actions? Alors ce sont des nouveaux objets tout à fait amusants. Et alors c'est une gamme, on a parlé de masse très très élevée pour les WIMP, de masse peu élevée pour les neutrinos stériles. Maintenant pour les actions, eux c'est des 10 moins 5 électronvolts, des masses toutes petites. Alors les actions ne viennent pas de problèmes de masse manquante, ils viennent de problèmes théoriques, ce qu'on appelle la violation de CP parmi les hadrons. Bon, c'est l'effet Peccei-Quinn, c'est très technique. Toujours est-il que l'idée d'action, l'action ce serait un objet qui ne couple qu'aux photons. Il est produit photon-photon, donne une action qui se redésintègre en photon-photon. Et donc, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, les gens recherchent avec maintenant des expériences très subtiles. Hein, il y a des cavités résonantes et on fait varier, hein, puisque ces actions sont partout par là. Hein, et ils couplent aux photons, c'est-à-dire aux champs électromagnétiques. Donc, il y a des cavités électromagnétiques et on fait varier leur énergie de résonance. Et on s'attend, s'il y a des actions dans le milieu, eh ben, ça doit donner une petite impulsion. Et depuis des années, il y a des gens qui changent les fréquences de ces cavités résonantes. Alors je ne sais pas si c'est tous les matins, ils se lèvent et puis il y a un petit bouton. Et c'est très très beau, c'est très esthétique. Bon, ça n'a rien trouvé. Alors il y a une autre méthode un petit peu plus brute force. C'est que les actions, s'ils existent, sont produits au sein du Soleil. Et donc le Soleil en émet beaucoup. Et ça, les théoriciens savent calculer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pointe un détecteur vers le Soleil. Un hélioscope. Hein, et donc, quand le Soleil est là-bas, on pointe. Et alors, ce détecteur, ce n'est autre qu'un aimant du LHC qui a été reconverti. Hein, pourquoi? Parce que un aimant, c'est un champ électromagnétique. Et donc, l'action qui arrive là-dedans doit perturber le champ et, en fait, produire un photon qui, lui, est visible et qu'on recherche au bout de l'aimant, comme ça. C'est très joli. Mais ça n'a rien donné. Bon, alors, je crois que j'arrive à la conclusion. Ah oui, bon, ça c'est l'autre énigme majeure, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, l'énergie noire. Vous voyez, au moins, avec la masse manquante, on l'appréhende assez bien du point de vue expérimental. Hein, on a des pistes, on en a même trop. L'une d'elles, un jour ou l'autre, on se dit, on trouvera quelque chose. Hein, c'est un petit peu comme le problème de la masse des neutrinos qui a duré pendant 30 ans avant qu'on ait des faits expérimentaux. L'énergie noire, c'est une toute autre histoire. Hein, c'est le fait qu'il faut expliquer pourquoi l'expansion de l'univers est accélérée. Hein, ce qui va complètement à rebours de ce qu'on attendait du fait de la gravitation. La gravitation, c'est quelque chose qui attire. Donc on imaginait le Big Bang, bon, explosion, et puis du fait de la gravitation, l'expansion aurait dû être freinée. Or, on trouve, en étudiant des supernovae très lointaines, on trouve que l'expansion est accélérée. Et personne n'y comprend rien. Et il n'y a aucun modèle derrière. On a mis en avant l'énergie du vide. L'énergie du vide, c'est quelque chose qui existe au laboratoire, en mécanique quantique. Hein, le vide, ce n'est pas du néant. Le vide, c'est plein de photons qui se convertissent virtuellement en paires électrons, positrons, etc., etc. Ça donne
ce qu'on appelle l'effet Casimir en laboratoire. C'est très très joli, l'effet Casimir. Bon, deux plaques qui, du fait de cette énergie du vide, se rapprochent. On sait mesurer ça, et donc on se disait, bah, c'est la même chose au niveau de l'univers. Et donc, parce que c'est quelque chose du type énergie, cette énergie noire, hein, une énergie qui emplirait tout l'espace. Malheureusement, il y a 40 ordres de grandeur de différence entre l'énergie de l'effet Casimir et puis cette énergie-là. Donc, on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Et le point embêtant, c'est que ça constitue maintenant 70%. Bien. Donc, conclusion, bilan actuel de la masse-énergie. Connu, étoiles et matière visible, 1,5%, les neutrinos, 1,5%, le total de la matière ordinaire, 4,8% d'après Planck, inconnu, la matière noire, l'énergie noire. Et comme d'habitude, je termine avec ceci. Ben, vous voyez que, comme disait Einstein, le plus incompréhensible, c'est que cette histoire soit compréhensible. Ce qui est profond, hein, pourquoi est-ce que l'univers se laisse ausculter par la cervelle humaine, pourquoi on s'intéresse à des trucs qui n'ont aucune conséquence sur notre bien-être de tous les jours. Bien, mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que vraiment tout l'univers sera un jour compréhensible, hein? Je vous ai montré que ce n'est pas évident. Bon, je vous laisse ça. Merci.